réaction, votre sentiment sur ce qui s'est passé mercredi, sur ce qui se passe encore aujourd'hui? Je trouve qu'on est beaucoup dans le compassionnel et que le travail du philosophe, c'est d'aller au-delà du compassionnel. Donc je conçois que tout le monde soit triste, malheureux, qu'on préfère la liberté de parole, la liberté d'expression plutôt que la tyrannie, la dictature. Enfin bon, on est dans des lieux communs compassionnels, tout le monde s'appelle Charlie, etc. Bon, tout ça c'est bien, mais le propre du philosophe, c'est la fameuse phrase de Spinoza qu'on enseigne à nos élèves en classe terminale, ni rire ni pleurer, mais comprendre. Trop d'émotions dans tout cela? Oui, bien sûr. Enfin, pas trop. Je veux dire, chacun son travail. Les journalistes fonctionnent à l'émotion, pas à l'intelligence. Les journaux fonctionnent... Ça dépend de qui. Non. Les journaux coûtent très cher et il faut les vendre. Et on vend avec de la passion, avec de l'émotion, mais pas avec de l'intelligence. Ce que fait Éric Zemmour dans son travail, et ce que plus personne ne fait parce qu'on n'est plus dans l'histoire. On n'a plus le sens de l'histoire, on ne sait plus mettre en perspective les choses. Et on se dit, regardez les barbares, ce qu'ils font, point à la ligne, c'est pas bien. Je voudrais juste dire que depuis 1983, depuis que Mitterrand s'est converti au libéralisme, il lui a fallu, pour se distinguer de la droite, qui elle prétendait aussi au pouvoir, laisser croire qu'il était différent. Et en ce sens, il a instrumentalisé un Front National en disant plus le Front National sera fort, plus la droite républicaine sera divisée, plus je suis susceptible de rester au pouvoir, bien que défendant moi-même une politique de droite. Cynisme et machiavélisme de François Mitterrand. Quand il y a une politique internationale avec des millions de musulmans sur la planète, que fait Mitterrand? 1,6 milliard. Voilà. Je n'étais pas sûr de mon chiffre, donc j'étais sûr qu'en disant... Vous voyez comme quoi les journalistes ont parfois quelques bons chiffres, voire des oreillettes qui fonctionnent bien. Alors, en l'occurrence, non. Je peux vous montrer mes fiches. C'était trop, Michel. Alors, c'était beaucoup trop. Non, je vous jure, je l'ai noté. C'était pas bien. Je l'ai bien. noté, je travaille mes dossiers. Ne te justifie pas, Valérie. Valérie, ne te justifie pas. Aucun second degré. Ne te justifie pas. Ah non, moi non. Pas de ça chez moi. On prend acte que, avec Mitterrand et Bush, il faut aller massacrer des populations qui ne nous ont rien fait. Saddam Hussein ne nous a rien fait. Jusqu'à Bernard-Henri Lévy qui estime qu'il faut aller massacrer les Libyens ne nous ont rien fait. Il y a encore quelques temps, les Libyens, Kadhafi, on le recevait à l'Élysée en grande pompe. Dans cette politique internationale française que nous menons depuis une trentaine d'années, nous menons en France une politique islamophobe. C'est-à-dire que tous les gens qui nous disent... Peut-être que c'est probablement plus compliqué. En tout cas, c'est votre avis. C'est mon avis. C'est-à-dire qu'effectivement, on massacre les populations arabes, les populations musulmanes. C'est-à-dire qu'on s'immisce dans un combat qui n'est pas le nôtre? C'est pas le nôtre, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on parle des droits de l'homme? Mais si vraiment on a envie de bombarder, pourquoi on ne va pas bombarder la Corée, la Chine, le Qatar, Cuba, enfin un tas d'endroits? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas libérer le Tibet, par exemple? On voit bien que ce ne sont pas les droits de l'homme qui nous... de la gueule. Là, pour le coup, non, mais on pourrait parler des droits de l'homme. Donc, ce ne sont pas les droits de l'homme. Donc, il y a Clausewitz, qui a pensé au 19e siècle la guerre, a fait tout un très gros livre sur ce qu'il appelle la Grande Guerre, c'est-à-dire les deux peuples qui s'opposent, les nations, etc. Et il a parlé de la Petite Guerre. Et cette petite guerre, c'est la guérilla aujourd'hui. C'est-à-dire que Hollande s'en va dépêcher dans le golfe Persique un sous-marin, un porte-avions, des avions, enfin toute la stratégie. Pourquoi faire? Quand on sait aujourd'hui que deux individus qui, avec 2 kalachnikovs et 3 voitures volées, mettent la France à genoux. Ça veut dire que cette petite guerre dont nous prétendons aujourd'hui qu'elle est une barbarie, c'en est une si l'on veut être dans le compassionnel et dans la morale moralisatrice. Mais si on fait de la politique, on se dit, cette guerre, elle est menée par des gens, c'est le faible au fort, sauf que le fort et le faible, tout ça s'inverse aujourd'hui, et on le voit bien. Est-ce que c'est vraiment ça le débat, Michel? Michel Onfray, excusez-moi. C'est ma réponse. Non, mais moi je vais vous répondre. La question d'Éric Nolot. Deux petites secondes. Non, parce que vous parlez de mise en perspective et de tirer les leçons de ce qui a été fait ces dernières années. Si on reprend votre comparaison, je crois que Zemmour l'a faite aussi, entre ce qui s'est passé mardi dernier et le 11 septembre. Le 11 septembre. Il y a eu en commun une réaction émotionnelle très forte, union de la nation, bon très bien. Ensuite, il y a eu malheureusement ce qu'on observe, c'est-à-dire des exactions contre les musulmans. Je me souviens qu'aux États-Unis, ils avaient tué un type en turban parce que dans l'esprit dérangé du mec, ils disaient un mec en turban, ça doit être un musulman. Le type, il avait des notions un peu vagues du truc. Et ensuite, le dernier point, ça a été, en effet, on attaque l'Irak, on attaque tel pays. Voilà, l'Afghanistan et l'Irak. Nous, on en est là. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, c'est ça le débat. C'est qu'est-ce que vous préconisez maintenant? Ça ne peut pas être de réattaquer l'Irak, ça ne peut pas être d'attaquer l'Afghanistan. Qu'est-ce que vous préconisez? Pour moi, c'est le sujet. Qu'est-ce que la France va faire, doit faire et va devenir? Deuxième question. La première, effectivement, je répondais à cette question. Je contextualise en disant, pour comprendre ce qui a lieu tout de suite, plutôt que d'être immédiatement sur l'affaire et dans le compassionnel, pensons en termes historiques et faisons de la géostratégie. Maintenant, j'entends bien votre question. La question est, quand on est allé au fossé, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas aller au fossé? Sauf qu'on y est au fossé.
On y est. Alors on en sort comment? Alors, c'est difficile sous la pression de réagir en disant tout de suite on enlève nos troupes. Ça veut dire que deux Kalachnikov ont raison de la politique nationale française. Ça ne peut pas se penser comme ça. Ça me paraît évident que ça n'est pas possible. Moi, je pense que cette petite guerre, elle suppose que nous ne pensions plus en termes de grande guerre. C'est-à-dire la grande guerre aujourd'hui, elle est plus susceptible d'être faite. On ne va pas attaquer avec des bombes atomiques, je ne sais quel ennemi, etc. Si ennemi il y a, on a vu comment il fonctionne. Donc je pense qu'il faut repenser la question de la défense nationale à partir du service secret, à partir de l'information. On ne peut vraiment s'en sortir que si on prévient pour empêcher que ça ait lieu. Là, on s'aperçoit que dans tout ce qui a lieu tout de suite, ce sont des gens qui se connaissent tous, qui fréquentent les mêmes mosquées, qui connaissent les mêmes imams, qui sont dans les mêmes quartiers. Il y a une espèce de relation incestueuse entre tous ces individus. On ne me fera pas croire que les services secrets n'étaient pas au courant. Un exemple, il y a 13 ans, on a annoncé son cancer à ma compagne. Dans la semaine qui a suivi, elle a reçu des publicités pour les assurances obsèques. Ça veut dire que, et puis des assurances vie avec les pompes funèbres et ce genre de choses. On ne me fera pas croire que les informations ne circulent pas. Ça veut dire que moi je suis pour le fait effectivement qu'on puisse intercepter un certain nombre de conversations, etc. Je ne suis pas contre ça. Moi, je pense pour le Patriot Act, en fait. Oui, sauf que quand c'est le Patriot Act de Bush, on voit bien ce que ça veut dire. C'est aussi une façon pour Bush de maintenir son pouvoir en place et pour lui de vendre des armes, puisque cette guerre était nécessaire pour pouvoir entretenir le complexe militaro-industriel. Donc c'est pas exactement la même chose. Il faudrait une vraie pensée de gauche sur la question du service secret. Qu'on cesse de croire que la gauche ne peut pas penser, outre la République, la nation, etc., mais les services secrets, la police, l'armée, etc. Dès lors, on doit pouvoir... Sa vision est trop naïve sur ces sujets-là? Oui, il y a un philosophe qui s'appelle Israël, c'est un philosophe israélien qui a écrit une philosophie du renseignement, très beau livre, dans lequel effectivement on se dit si effectivement on veut empêcher que ça ait lieu encore, c'est pas militariser la société, c'est sûrement pas amener Marine Le Pen au pouvoir, c'est sûrement pas d'hypothétique gouvernement d'union nationale, c'est effectivement savoir qu'il y a un adversaire qui est quelque part, on peut le saisir si on le veut, parce que quand il s'agit de saisir le consommateur, Internet, ça permet de savoir qui fait quoi, qui achète quoi, qui recherche quoi sur Internet, et vous voyez bien que vous avez vos cookies, qu'effectivement on vous suit, et personne n'est contre ça. Toute la gauche qui nous dit que les libertés reculent, etc., ça ne les gêne pas du tout que pour nous vendre des produits, on soit fliqué sur Internet. Moi, je préférais être fliqué sur Internet pour des raisons de sécurité.